toute honnêteté scientifique, le Congo ne s'est pas encore trouvé une place dans la conjugaison de la vie géostratégique au sein de la région africaine, mais aussi sur la place internationale. Mais le fait que le Congo ne s'est pas encore revendiqué cette place ne suppose pas que le Congo n'a pas une place. Seulement, dans le monde international, dans l'élite géopolitique, le conflit ou encore les atterrements géopolitiques, les places ne se distribuent pas comme dans une salle de fête où on dit voilà, votre place est ici et vous allez vous asseoir par là. Les places se revendiquent, les places se méritent. Et le paradoxe ici, c'est que le Congo a tout ce qu'il faut pour avoir une place de choix, pour avoir une place de leadership. C'est là en termes de vocation. Mais il faudrait que la vocation naturelle qui est la nôtre, je vais ici paraphraser Franck Fanon qui disait que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont le détenteur était... la gâchette, excusez-moi, merci beaucoup. La gâchette s'est trouvée être au Congo. Hier Zaïre, aujourd'hui RDC. Mais cette position à la fois géographique et géopolitique nous dispose, surtout lorsque l'on tient aussi compte de ce que nous regorgeons comme ressources naturelles et aussi ressources humaines. Donc, notre vocation devrait nous amener à occuper une place de leadership. Mais je reviens et j'insiste, ces places sur la place internationale, permettez la tautologie, dans le monde international, ne se distribuent pas comme des jetons. Il faudrait les mériter. Il faudrait quelquefois aller à la conquête de ces places avant de pouvoir jouer son rôle. On ne peut pas jouer un rôle si on n'a pas d'abord défini en relation internationale quel est le rôle que nous jouons. Le Congo devait faire un effort pour quitter la zone périphérique pour désormais jouer sa partition dans le centre décisionnel de la géostratégie en Afrique, mais aussi de la géostratégie moderne sur le plan international. Et pour cela, il faudrait comprendre que ce n'est pas le temps qui viendra nous l'offrir comme récompense ou comme cadeau. Ce rôle, cette place qui nous amène de quitter la périphérie pour devenir une nation du centre, pour quitter le statut d'être qu'un simple théâtre de conflit entre les puissances pour devenir nous-mêmes acteurs de notre propre destin, mais aussi acteurs majeurs du destin de l'Afrique et du monde de demain. Il faudrait pour cela que nous puissions adopter, mettre en place une politique à la fois étrangère qui nous permet cette fois-là de nous décider de ce que nous allons faire et de ce que nous allons devenir jusqu'à occuper ce rôle. Parce qu'aujourd'hui, tout scientifique sérieux vous dira que nous sommes loin d'avoir cette place vocationnelle, cette place que normalement nous devrions jouer. Et le fait de ne pas avoir à occuper cette place ou encore de ne pas avoir défini au préalable quelle était cette place, quels sont les enjeux, quels sont les moyens que nous disposons pour pouvoir construire cette posture internationale. Le fait de ne pas jusque-là réussir, nous continuons, comme le disent certains observateurs africains, à mettre aussi l'Afrique tout entière en retard. Parce que l'émergence du Congo ne sera pas seulement salvatrice pour le Congo, mais cette émergence va aussi booster l'Afrique vers un nouveau level. Voilà. Alors, Dr Silas, je sens dans dire qu'il faut. Mais ce qui est regrettable, c'est que vous êtes un vrai scientifique de mon pays. 63 ans après, vous êtes toujours dans il faut. C'est comme si vous pointez du doigt à ce qui devait faire, à ce qui devait prendre les responsabilités. Du moment que nous sommes déjà assez matures, 63 ans après, nous devrions déjà être à notre place. Delphin, il faut pas confondre. La vie d'un État n'est pas à confondre avec la vie d'un individu. C'est un homme de 63 ans qu'on pourrait d'office le prétendre qu'il soit mature, mais pour un État, ce n'est pas le cas.
Voyez-vous, la croissance ou le développement d'un État ne se fait pas de manière automatique, comme ça se fait biologiquement avec un individu, il finit par avoir la barbe. L'État congolais, malheureusement, est encore un État bébé, en dépit de ses 64 ans d'âge aujourd'hui, depuis son accession à la souveraineté internationale. Le temps, à lui seul, n'est pas un facteur de développement. Le temps, à lui seul, pour un État, pour des organisations, n'est pas un facteur de maturation. C'est la qualité de la politique, la qualité des acteurs que l'on a, qui peuvent, en 15 ans, faire parvenir un État à un niveau que d'autres États n'ont pas pu parvenir à 50 ans ou à 60 ans. Okay. Je donnerai l'exemple le plus probant, c'est celui de la Chine. Vous savez, pour que l'Europe soit ce qu'il est aujourd'hui, il lui a fallu 200 ans, 300 ans. Depuis le siècle de la lumière, au Moyen-Âge, l'Europe a décidé de pouvoir élaborer, de pouvoir confectionner une politique qui l'amènerait à être un des acteurs le plus important sur la scène internationale. Ainsi, ces États européens se sont lancés dans l'esclavagisme pour avoir plus de main-d'œuvre, afin de grossir leur récolte au niveau de leurs plantations. Après cela, ils vont se lancer dans le colonialisme parce qu'ils ont estimé qu'on ne pouvait pas être un État puissant à l'époque déjà si on avait le contrôle que sur sa zone ou encore sur son territoire naturel. Il fallait procéder à l'expansion territoriale. Ils ont procédé à ce que nous appelons aujourd'hui le néocolonialisme. Alors, c'est pour dire que le temps à lui seul ne suffit pas, mais le tout dépend de qu'est-ce que l'on fait dans le temps. Ce qu'on fait dans le temps, ce que l'on prend comme décision, détermine ce que l'on devient avec le temps. Je vais répéter, ce que l'on fait dans le temps, les décisions qu'on prend dans le temps déterminent ce qu'un État, une organisation, une société, une communauté devient avec le temps. Et pour cela, il faudrait que ces temps soient gérés, ces temps dans l'espace géographique d'un État, soient gérés par un leadership clairvoyant. Un leadership capable de se projeter dans l'avenir pour savoir dans les perspectives qu'est-ce qui pourrait subvenir demain comme enjeu, quels sont les défis de demain et quels sont les moyens que nous disposons, les ressources que nous disposons aujourd'hui pour faire face à ces défis du futur et comment nous comporter pour que dans le futur, nous soyons un des acteurs principaux, un des acteurs majeurs. Le Congo n'a pas réussi, malgré ses 64 ans d'âge, malheureusement, pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est le déficit d'un leadership idoine, un leadership qui soit en adéquation avec les défis. Parce que déjà, il faut dire que le Congo n'est pas un pays atypique. Il n'est pas un pays comme les autres, c'est un pays atypique, voulais-je dire. Le Congo est né comme un condominium. Le Congo est né comme un bien qui appartiendrait à plusieurs puissances. Okay. Le Congo est né comme un bien qui serait mis à la disposition de la communauté internationale où tout le monde voudrait se servir. Donc un gâteau que un gâteau à se partager. Avec sa part. Alors maintenant, c'est à nous de nous poser la question, voulons-nous continuer à être les gâteaux que les autres vont commencer à se partager, à se disputer de temps en temps? Allons-nous continuer à être un espace, un théâtre de confrontation entre étrangers, ou bien nous voudrions nous aussi exister en tant qu'un État souverain, jouir de notre espace, jouir de tous les atouts que nous disposons, et pour cela, Delphin, il faudrait très vite la mise en place ou l'émergence d'un leadership clairvoyant. Lorsque je parle d'un leadership ici, je parle toujours d'un leadership qui soit collectif et non pas individuel. Donc, je ne parle pas que ce soit un chef d'État, mais je parle d'un leadership qui est caractérisé par une élite responsable et responsabilisante. Je prends les cas parce que vous avez dit qu'il faut penser le Congo, voir l'avenir du Congo autrement, mais je vois le professeur Koko Samba à l'époque avec Matata Ponyo, les deux, ils avaient pensé que le Congo deviendrait un pays émergent en 2030. Oui. Vous voyez déjà, c'était une projection meilleure pour un Congo capable à booster l'Afrique. Oui, déjà c'était un grand pas pour ces deux intellectuels congolais, que je salue d'ailleurs, pour avoir osé, c'était en 2015 déjà,
pour avoir osé faire cette projection en 2030. Mais le problème n'est pas simplement de se fixer, de se fixer cette projection, de se fixer ces standards à atteindre. Mais la question, c'est quelle politique mettons-nous en place pour y arriver? Okay. Parce que dire que le Congo serait un pays émergent en 2030, c'est possible. Je peux vous dire que c'est d'ailleurs la moindre des choses. Le Congo peut même être une puissance au niveau de l'Afrique en 2030 et un pays émergent sur le plan international. Le Congo a la possibilité en 2030 de devenir une de 3-4 grandes puissances africaines. Mais le problème n'est pas seulement de connaître quelle est la destination. La plus grande question, c'est de savoir quel est l'itinéraire à prendre. Okay. Et c'est là où intervient la notion de la stratégie. Or, toute l'intelligence nationale repose justement sur cette question de la stratégie. Okay. Quelles sont les voies et moyens que nous allons utiliser pour qu'en un temps record, nous devenions un pays émergent. Et cette intelligence stratégique voudrait aussi que nous puissions à la fois définir quels sont les aléas, quelles sont les contraintes qui sont en dehors de l'espace congolais, mais qui pourraient nous empêcher de devenir cette puissance en 2030. Quelles sont les ressources que nous disposons? Quels sont les moyens que nous disposons? Et la plus grande question, avons-nous les acteurs qualifiés pour booster le Congo à devenir cette puissance? Quand vous parlez des acteurs, vous faites allusion les acteurs, à un capital humain sérieux, très bien, capable. je fais allusion à ces capital humains. Nous avons une ressource humaine assez louable. Plus de 65% de la jeunesse congolaise n'a que moins de 25 ans. Ça, c'est une ressource énorme. Okay. Mais attention, en économie moderne, lorsqu'il est question du capital humain, lorsqu'il est question de pouvoir définir cette population qui à la fois constitue une ressource. Mais il faudrait aussi savoir que si cette ressource humaine, ce capital humain n'est pas pris en compte, n'est pas mis dans de bonnes conditions, ce qui serait une ressource peut devenir une bombe à retardement. Okay. Vous avez le cas aujourd'hui avec le banditisme urbain. Kuluna et gens qu'on appelle Kuluna et autres, c'est la main-d'œuvre qu'on devait avoir dans la création des entreprises, qu'on devait avoir dans les métiers, qu'on devait avoir dans les universités. Mais parce que nous n'avons pas encore mis en place une bonne politique d'encadrement de la jeunesse, voilà, nous transformons notre ressource en bombe de retardement, à retardement. Alors, ce qu'il faudrait ici, comme l'ont dit les deux intellectuels que vous avez cités, Mokoko Samba Daniel et Augustin Matata Ponyo, on a fait cette projection en 2030, mais est-ce que la politique a suivi? Est-ce que les moyens ont suivi? Est-ce que ces projets ont été changés en programme ou en plan? Parce qu'il est question de viser le global et de viser à long terme, mais il faudrait par intelligence stratégique saucissonner, segmenter, pour dire que voilà ce que nous voudrions au moins devenir en 2026, ce que nous voudrions devenir au moins en 2028 et évaluer avant les 2 dernières années qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il y a à repenser comme politique pour que nous soyons à même d'atteindre ces niveaux de l'émergence en 2030. Du point de vue politique, du point de vue d'un état de droit, du point de vue de l'économie, du point de vue culturel, ainsi de suite. Parce qu'un pays émergent ne l'est pas seulement du point de vue économique. Okay. Ce n'est pas simplement la stabilité du taux d'échange qui fait de vous un pays émergent. Ce n'est pas simplement l'accroissement en termes de productivité. Mais il faudrait aussi, comme l'a dit le chef de l'État lors de son discours inaugural, apprendre à diversifier l'économie. Et tout ça va faire à ce qu'on ait une complexité d'acteurs. Les acteurs économiques, les acteurs culturels, les hommes des médias que vous êtes, les religieux, parce que amener un pays au niveau de précarité, du niveau de précarité où il est aujourd'hui, vers un niveau de l'émergence, il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Alors, Dr Silas, parce que vous êtes un scientifique, pasteur, écrivain, coach en mentalité, vous enseignez le leadership. Voilà. Alors, qui sont censés bouger les lignes, changer les systèmes politiques? Est-ce la classe politique? Est-ce la société civile? Qui peuvent prendre le devant? Parce que j'ai l'impression qu'il faut, mais en réalité, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent s'assumer pour dire, voilà, il est temps, ils tapent la main sur la table, évoluons comme ça, allons comme ça, comme Poutine, comme Kadhafi et plusieurs personnes qui ont y aller faire.
Écoutez, la conduite d'une nation, surtout comme telle que la nôtre, avec tous les problèmes qui guettent devant nous, et nécessite l'implication des uns et des autres. L'élite dans son ensemble. Cette élite, quand je parle de l'élite, elle n'est pas que politique, elle est aussi scientifique. Souvent, vous entendez parler du plan Van Bilsen pour Van Bilsen. Van Bilsen n'était pas d'abord un politique. Un Van Bilsen n'était qu'un professeur qui a mis par écrit un projet scientifique qu'il a soumis aux acteurs politiques pour leur dire voilà comment est-ce que je vous propose quand il faudrait donner à la colonie son indépendance, voilà comment il faudrait procéder. Le problème chez nous, c'est le musulman dans lequel vivent les scientifiques congolais. Ce musulman qui relève de sa clochardisation amène l'homme scientifique congolais à ne plus penser l'avenir de la nation, ce qui est son devoir naturel, mais plutôt à penser sa survie. Et pour éviter cette survie noire, sombre, cet avenir sombre, l'homme scientifique se voit dans l'obligation de venir solliciter l'emploi auprès du politique. Et quand l'homme politique engage l'homme scientifique pour le maintenir et faire de lui aussi un politique, il y a un vide quelque part. Et pourtant, la conduite d'un État, c'est comme une orchestration. Et l'orchestration nécessite à ce que chacun dans les postes qui est le sien joue sa partition, et c'est là de la plus belle manière, avec dextérité, pour que nous puissions converger avec l'action politique. Donc, l'acteur politique, quelquefois, est alimenté par les savants, est alimenté par les scientifiques. Mais il faudrait que l'acteur politique ait l'humilité de comprendre que lorsqu'on parle du savoir, parce qu'il n'y a pas un véritable pouvoir s'il ne repose pas sur le savoir et sur le avoir. Or, l'homme politique peut avoir le avoir parce qu'il a les moyens de l'État. Mais le savoir, c'est les savants qui les détiennent. Il faudrait donc maintenir ces liens sacro-saints entre les universités et l'action politique pour que les universités fassent ce qu'un coach fait sur un terrain. Il n'entre pas sur le terrain de football, mais il peut élaborer un plan de jeu. Il peut dire voilà ce qu'il faudrait faire à la première mi-temps. Voilà comment il faudrait changer donner les grandes lignes. Donner les grandes lignes. La boussole. Et pour cela, l'acteur politique devrait accepter de devenir moins cupide pour ne pas chercher à ce que toute la gloire revienne vers lui, mais il doit laisser aussi les autres jouer leur partition. Mais aujourd'hui, les acteurs politiques, c'est eux-mêmes les professeurs. C'est eux-mêmes les professeurs. Ils ont Est-ce qu'il y a déjà un problème que il y a un sérieux problème. Un professeur problème. Qui fait la politique, il perd un peu les repères. Il y a un sérieux problème. Il suffit de poser la question à leurs étudiants. Ils font le contraire de ce qu'ils enseignent. L'action politique est souvent en contradiction flagrante avec la scientificité de ce que les professeurs enseignent à l'université. Le professeur, quand il descend sur l'arène politique, devient quelque part une caisse à résonance de ce qu'est le politique qui vient. Il cherche à faire non pas ce qui est dans le bon sens, ce qui est rationnel, mais il fait ce qu'on appelle en politique le politiquement correct. C'est-à-dire, il faudrait justifier l'injustifiable. Dans les sophismes. Voilà. Bon, un peu le sophisme, Ou soit, ils agissent par procuration. Bon, ils agissent pas par procuration, mais par sous-traitance. C'est-à-dire, oui, c'est très fort, malheureusement. Les professeurs risquent de se fâcher à la maison. Eh bien, ne vous en faites pas, je suis moi-même enseignant à l'université. J'ai beaucoup de respect pour ce corps, pour cette élite que nous avons. Qu'il faudrait d'ailleurs choyer, qu'il faudrait mettre à l'abri de certains besoins pour qu'ils donnent la meilleure de ce qu'ils ont comme sève, comme jus pour l'émergence d'un Congo fort et d'un Congo puissant. Les professeurs devraient être... écoutez, lorsque vous avez des pays comme les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans des gens comme des Brzezinski. Voyez-vous, sans des gens comme Kissinger, sans des gens comme tous ces scientifiques de renom, voyez-vous, qui sont consultés par des politiques. Le problème chez nous, c'est que les scientifiques viennent mendier le loyer auprès du politicien, et ça, c'est un manque à gagner pour l'État. Voyez-vous, c'est un manque à gagner pour l'État, et il faudrait vite sortir de cela. Il faut qu'il doit faire.
L'acteur politique a les moyens de l'État et l'acteur politique doit de temps en temps faire appel, consulter des savants pour leur poser la question. Voilà, nous sommes face à cette situation. Qu'allons-nous faire? Et laisser aussi à l'homme scientifique, laisser aux savants la liberté et une marge de manœuvre pour qu'ils réfléchissent et qu'ils vous parlent en toute objectivité, sans crainte de voir ses avantages être... Est-ce que ce n'est pas fait à dessein par l'homme politique d'affaiblir, de mal payer peut-être le scientifique pour que le scientifique soit à son service? C'est une stratégie qu'on a vu être utilisée depuis la Deuxième République, mais malheureusement, où est-ce qu'on en est? Écoutez, Albert Einstein dit, il définit la folie comme étant le fait de faire les mêmes choses de la même manière et à s'entendre à des résultats différents. C'est cela la folie. On ne peut pas demander à ceux qui ont incendié de venir pomper sans pied. Sapeurs-pompiers, pardon. On ne peut pas demander à ceux qui ont allumé le feu d'éteindre le feu. Non, non. Il faudrait que ceux qui allument le feu, ceux qui éteignent le feu soient un peu plus lucides que ceux qui l'ont allumé. Ça, c'est toujours important. Clochardiser le professeur d'université, les savants, l'acteur culturel, les mettre dans des conditions de précarité, de paupérisation, peut à un moment donné donner l'impression que l'homme politique est le grand. Ça peut à un moment donné les déifier aux yeux du petit peuple, mais celui qui subit les conséquences, les dommages collatéraux se ressentent demain dans la crédibilité de l'État même qu'on est censé diriger. Il faudrait, autant que l'on donne un bon salaire, des émoluments aux députés, que l'on réponse par exemple aussi donner ce qui est convenable aux savants, aux détenteurs du savoir. La première ressource qu'un pays a, c'est son savoir. Je vais vous dire une vérité. Vous savez, on dit d'un pays qu'il est intelligent lorsqu'il a l'intelligence de son environnement, lorsqu'il a l'intelligence de ses ressources, mais aussi lorsqu'il a l'intelligence de ses enjeux. On n'est pas un pays intelligent parce qu'on a beaucoup de diplômes. On est un pays intelligent parce qu'on sait identifier ce que nous avons comme ressources. Nous savons comment les extraire, comment les commercialiser, comment les échanger. Nous sommes un pays intelligent parce que nous avons l'intelligence de notre géographie. Nous sommes conscients des réalités et des contraintes auxquelles nous devons répondre à cause de la géographie qui est la nôtre. 9 pays voisins. Et de tous ces pays voisins, écoutez-moi, il n'y a aucun d'entre eux qui ne connaît une stabilité en termes de démocratie. Ce qui signifie que ça peut sauter à tout moment, que ce soit l'Angola, la Tanzanie, la Zambie, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville. Tous nos voisins sont des pays instables du point de vue politique. Et cette instabilité devrait déjà nous amener, nous, en interne, à repenser notre politique étrangère, à repenser notre politique sécuritaire et à repenser notre diplomatie. Merci, docteur Silas. Je précise qu'il est écrivain, il est également pasteur et responsable de l'église Cité Rama. Il est coach, il est dans plusieurs choses. C'est un vrai scientifique de mon pays, mais nous devons quand même évoluer parce que vous avez dit on reconnaît un pays intelligent quand si ce pays est réfléchi. Il a l'intelligence de ses ressources. On nous fait la guerre pour ce que nous avons. Voilà. Et que faisons-nous de ce que nous avons? Voilà. C'est beau de se plaindre qu'on nous attaque, on veut nous piller pour ce que nous avons. Mais dans l'entretemps, quels sont le projet, quelles sont les institutions, ne fût-ce qu'en termes d'acquisition de connaissances techniques et d'expertise que nous avons sur le sol congolais, sur le coltan, sur les diamants, ainsi de suite. Docteur Silas, les gens se moquent de nous, que nous sommes un pays de danseurs, de jouisseurs, parce que vous parlez de nos richesses, coltan et autres. L'Union européenne vient de signer un contrat avec les régimes de Paul Kagame. Cette question a suscité autant de débats. J'ai vu même dans le Parlement belge, les gens s'élèvent. Pensez-vous que sur le plan politique, sur le plan diplomatique, la RDC s'est fait bouffer les pieds? Je crois que l'axe posé par l'Union européenne est un affront. C'est comme nous insulter droit dans les yeux, aller jusqu'à signer cet accord avec le Rwanda. J'utilise ici le mot employé par les chefs de l'État, avec un receleur. Avec un voleur plutôt. Donc l'Union européenne s'est fait passer comme étant receleur pour avoir voulu s'acheter quelque chose qu'il sait être volé.
Et je pense qu'il faudrait très vite en tout cas, repenser notre politique à la fois étrangère et aussi de redonner de nouvelles priorités à notre diplomatie. Parce que ce qui s'est fait aux yeux du monde amène les uns à se poser la question si nous sommes encore un État. Et pourtant, nous sommes un peuple grand, mais un peuple qui devrait assumer sa grandeur aussi par la qualité de la diplomatie qu'il est en train de mener. Il n'est pas normal que l'on aille chercher chez les autres ce qu'il y a chez nous. Première chose, il faudrait empêcher chez nous que l'autre vienne prendre chez nous et aille gonfler ses économies en partant de ce qu'il vole, de ce qu'il pille chez nous. C'est comme ça que nous prions, nous travaillons, nous réfléchissons pour qu'il y ait une véritable consolidation d'un État. Un État, ce n'est pas seulement un espace, un État, c'est aussi la capacité de pouvoir contrôler l'intégrité de cet espace. C'est aussi la capacité de veiller sur ce qui entre et sur ce qui sort. Si nous parvenons à fermer tous ces trous, à boucher ces trous, je pense que le Rwanda ne sera plus le Rwanda qu'il est aujourd'hui, parce que le Rwanda grossit par notre naïveté, par le fait que nous livrons beaucoup trop à des luttes intestines qui n'ont pas d'impact direct sur notre quotidien ou encore sur notre avenir en tant qu'État. Et cela laisse au Rwanda et à beaucoup d'autres pays voisins de profiter de ces laxismes, de cette distraction, de cette naïveté pour commencer à se présenter eux comme étant le véritable négociateur de ce qui pourtant est à nous. Alors, au nom de respect des institutions, au nom de la solidarité internationale, est-ce l'Union européenne pouvait oser aller jusque-là? Cela ne prouve pas que ceux qui sont derrière tout le mal qui arrive au Congo. On sait tous que le Rwanda n'est qu'un épouvantail. Le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache une si grande, vaste forêt. Ça, on le sait, ça ne date pas d'aujourd'hui, voyez-vous. Mais le problème n'est pas seulement de le savoir, le problème c'est dans l'entretemps. Qu'est-ce que nous faisons, voyez-vous? Ce que l'Union européenne a fait est condamnable. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu qu'il y a certains pays, le chef de l'État, le président de la République l'a même évoqué lors de son Canada et autres sont venus des pays qui n'étaient pas contents, mais ils n'ont pas pu empêcher l'Union européenne à signer parce qu'il y avait quand même... Je peux émettre une peur, et cette peur me déstabilise intellectuellement. Okay. C'est que j'ai l'impression que l'intellectuel congolais veut moraliser la vie internationale. Le monde international. Comment ça? Il ne faudrait pas moraliser la vie internationale. C'est que l'Union européenne est condamnable. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il n'y a pas d'état d'âme pour les États. Il n'y a que les intérêts. Il n'y a que des intérêts. Le monde international est un monde de gladiateurs. Est un monde de survie ou de mort. Est un monde qui ressemble à une sorte de jungle. C'est un monde où il existe des prédateurs et des proies. C'est à nous maintenant, en tant que nation, de quitter la posture de la proie pour devenir aussi un prédateur. Ce n'est pas un prédateur qui mange les autres, mais un prédateur qui effraie les autres pour dire que je ne suis plus la proie, je suis moi aussi un prédateur. C'est là qu'on parle de la construction d'un État, pour ne pas parler d'une armée dissuasive. On ne doit pas continuer à dire que les autres ont fait ce qui est mauvais, les autres ont fait ce qui est mauvais. Il n'y a aucun pays qui soit devenu puissant sans exercer son hégémonie. Et hégémos, comme le disait Thucydide déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, hégémos, c'est aussi la capacité qu'un État d'imposer sa volonté sur d'autres États. Un royaume à l'époque, ou un empire, sur d'autres États, d'autres nations, d'autres empires ou d'autres royaumes. Donc, il faudrait à un moment donné nous surpasser pour comprendre que le monde international est un monde amoral. Pas immoral, mais amoral. Donc, on ne doit pas croire que nous sommes dans une cathédrale. On ne peut pas nous faire des cadeaux là-bas. On ne peut pas nous faire des cadeaux et on ne peut pas continuer à pleurer. Il faudrait très très vite, vraiment, tenir de véritables états généraux, faire une évaluation depuis
1960 jusqu'aujourd'hui, quelle politique étrangère avons-nous adoptée? Je vais ici paraphraser ce que le professeur, cet illustre fils du pays, paix à son âme, le professeur Bio, il y a d'heureuses mémoires, Makutu, qui disait la politique, le Congo a une politique étrangère étrange. Une politique étrangère étrange, c'est-à-dire, depuis 1960, nous n'avons pas encore réussi à mettre en place, à élaborer, à penser stratégiquement une politique étrangère qui tienne compte de notre contexte, de notre géographie, de notre vocation, des enjeux qui gravitent autour de nous en tant qu'État, qui tiennent compte des appétits des autres, qui tiennent compte de leurs moyens qu'ils utilisent pour pouvoir assouvir leurs appétits. C'est-à-dire, nous sommes dans une politique étrangère de dépannage. Or, on ne peut pas continuer à être un État qui cherche à dépanner, à s'en sortir, si nous ne voulons pas aujourd'hui réfléchir à long terme. Il faudrait aujourd'hui, monsieur le journaliste, penser à cette politique étrangère. Et c'est partant de cette politique étrangère que nous allons définir les missions qu'on va assigner à l'armée. Donc, il faut avoir une politique étrangère anticipative. Évidemment, le monde est un monde de mutation. Nous ne sommes pas en 1990. Nous avons en face de nous aujourd'hui l'émergence de beaucoup d'autres puissances. Les États-Unis ne sont plus le seul gendarme du monde. Il y a la Chine qui émerge, il y a l'Inde. Et aujourd'hui, vous avez les BRICS, qui économiquement est une puissance qu'on ne peut plus démontrer et qui, du point de vue diplomatique et politique, cherche à s'affirmer. Demain, il cherchera à s'affirmer aussi du point de vue militaire pour contrecarrer l'hégémonie ou encore la domination de l'OTAN. Mais de quel bord nous voulons nous placer et avec quoi nous allons nous présenter pour amener les autres à croire en nous? Et pour cela, il est important que nous puissions revisiter nos paradigmes. Nos paradigmes sont pour la plupart des cas biaisés. Nous croyons à un monde moralement bon, alors que ça n'existera pas. Nous ne sommes pas dans une cathédrale, nous ne sommes pas dans une famille où il y a un papa, il y a une maman. Nous sommes dans une jungle. Nous sommes sur une arène des gladiateurs. C'est la vie ou la mort. Et nous, en tant qu'État, nous devons survivre. Parce que notre survie permettra à beaucoup d'autres États africains à vivre heureux. La RDC n'est pas demandeur de le monde. Chers scientifiques, chers leaders du Congo, dépassez-vous. Il est temps que nous puissions prendre notre destin à main. Le Congo est à nous. Arrêter de blairer et aussi d'aller chercher l'appui des autres. Nous devons d'abord nous assumer, comme Laurent Désiré Kabila l'avait dit. Mais docteur Silas, chercher l'appui des autres ne doit pas toujours être vu comme un aveu d'impuissance. Un État devrait accepter de perdre tactiquement. De perdre tactiquement. C'est-à-dire, à court terme, j'accepte de subir une perte. Peu importe ce que les uns et les autres penseront. Vous avez vu comment les États-Unis ont emballé ces bagages de l'Afghanistan. Ça a été une horreur, une honte. Vous avez vu la précipitation. Plus de 20 ans après avoir perdu plus de 2 000 milliards. C'est comme ça qu'ils réfléchissent les États. Donc, on peut perdre aujourd'hui pour pouvoir trouver où est-ce qu'on va gagner. On peut perdre une bataille et se dire, voilà, nous allons gagner une guerre. Et pour cela, il faudrait concocter un discours qui soit à la fois lucide, qui soit à la fois clair pour faire comprendre aux uns et aux autres. Tactiquement, nous acceptons de perdre parce que nous avons envisagé remporter une plus grande victoire stratégiquement. Alors, docteur Silas, le temps vraiment nous fait défaut. Hier, il y a des jours, le chef de l'État a fait une communication face à la presse parce que cette émission s'appelle Labo Spirituel. Ici, nous réfléchissons, nous proposons, nous décryptons les grands sujets importants de la nation. Voilà pourquoi c'est bien intitulé Labo. Alors, docteur, vous avez suivi les chefs. Il a répondu à plusieurs questions. Mais il y a une question que les gens m'ont demandé de ne pas louper à vous poser. C'était la question d'Ndeko Zulu qui a posé cette question à Lingala.
bato balobi lobi bakena koshi nga na mituna ya peuple nzala ezali dollar eza kokita te banzela eza kobonga te kuluna ezali. Face à toutes ces questions, le chef a répondu, mais selon les internautes, il a responsabilisé les gouverneurs de la banque concernant les dollars et autres. C'est comme si le chef a fui ses responsabilités, selon certains analystes avérés. Mais écoutez, monsieur, j'ai suivi très religieusement ces débriefings. Je pense qu'il fallait finalement que le chef s'exprime. C'était à la fois important et fixateur. C'était fixateur parce que l'on se posait beaucoup de questions, surtout en ce qui concerne la situation à l'Est, vu l'évolution de ces 3 dernières semaines. On voulait savoir finalement que pense le chef de l'État. Bien que j'aurais souhaité que ça se passe au palais de la Nation, ou bien à la cité de l'OIA, parce que le chef de l'État en tant qu'institution, vous savez, il y a une sacralité liée à la personne et à la fonction du chef de l'État que l'on devait à tout prix conserver. Aussi, j'ai vu le chef de l'État 2 heures en train de répondre aux questions, c'est pas peu. On peut s'essouffler, on peut donc quoi de plus normal qu'à un moment donné, à la fin, qu'on s'épuise et qu'on n'ait plus toute sa lucidité. Le chef n'est pas un robot. Le chef, on suppose qu'il aille à travailler la journée. Et voilà. Donc, et puis, faut pas confondre. J'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de solennité. Je n'ai pas trop apprécié quand je voyais des fois les ministres interrompre, compléter les chefs. Bon, les porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, il était suffisamment informé, il pouvait apporter un plus dans. Non, c'était pas. C'était pas élégant. Une interview à 2. C'est le chef de l'État qui s'exprime. Il faisait le pont quand même entre le chef et les journalistes. Et si on laisse les journalistes avec les chefs, vous connaissez bien. Je connais la pertinence de monsieur le ministre, je connais sa clairvoyance. Mais prochainement, je crois qu'il faudrait garder une solennité. On ne complète pas le chef comme ça, parce que l'on suppose que quand le chef vient parler, il a déjà été mis au parfum de toutes les questions autour desquelles on va tourner avec ses experts. Il a eu à parler avec ses experts, il a eu à discuter avec les spécialistes, avec ses conseillers pour savoir sur cette question, voilà, il y a ça. Le ministre n'a pas besoin de rappeler ce que le chef n'a pas dit. Mais je crois que c'était quand même important et fixateur. Bon, quant à la question de Ndeko Zulu, Boulembi, c'est ça, Gilles Boulembi. Voilà. Je crois qu'il a parlé en vrai quinois, il a parlé au nom de quinois, mais ce qu'il a relevé n'est pas qu'un problème de quinois, c'est aussi un problème de tous les Congolais. Aujourd'hui, le Koulouna n'est plus une situation isolée ou encore seulement à Kinshasa, même dans certaines grandes villes, on parle de Bado, de ce banditisme urbain, de Pumbashi dans les grandes villes, Mujimai, on en parle, Kananga, on en parle. Et voilà. L'on pense que, vous dites que l'on a pensé que le chef de l'État n'a pas répondu à la question. À la question. Les opposants disent les chefs de l'État ont pris la responsabilité. Il ne faudrait pas oublier que le chef de l'État l'avait déjà évoqué lors de différentes sorties médiatiques pendant la campagne, mais aussi lors de son discours inaugural d'investiture, lorsqu'il parlait des 6 axes. Et parmi les 6 axes, il a parlé du pouvoir d'achat, il a parlé de la sécurité, il a parlé de la diversification de l'économie. Donc, je pense quelque part que nous sommes encore au début, donnons le temps au temps, tout en espérant que, après avoir fixé ces 6 axes, le chef mettra des acteurs attitrés, des acteurs qui vont travailler avec un zèle sacerdotal, des hommes et des femmes compétents qui vont mouiller leur maillot pour que ces 6 axes évoqués par le chef de l'État soient atteints à l'horizon 2027 avant 2028. C'est-à-dire que l'on se dise, nous ne sommes pas devenus les plus riches des pays, mais au moins nous ne sommes plus pauvres comme nous l'étions hier. Nous ne sommes plus là où nous étions, mais nous avons quand même fait un grand pas. Le tout dépend maintenant du casting
qui va faire le chef de l'État. C'est là où tout le monde attend pour voir qui sera dans la composition du gouvernement. Est-ce qu'on aura encore un gouvernement purement politicien ou cette fois-ci on aura un gouvernement de technocrates, un gouvernement composé des hommes et des femmes dont le bien-être de la population, dont l'émergence du pays constituera l'objectif à atteindre et non pas l'enrichissement personnel juste pour envoyer les cotisations au sein des partis politiques. Alors, Dr Silas, avant de parler de cette question de la formation du gouvernement et également les types d'hommes qui sont censés se retrouver dans ce gouvernement, des défis à relever, mais les chefs, dans sa communication, a parlé de l'informateur et d'informateur. L'informateur et les formateurs. Si Augustin Kabouya termine sa mission, les chefs vont prendre une ordonnance nommant les formateurs. Et ça suscite un débat qu'il a déjà une majorité confortable, écrasante. Ça servira à quoi qu'il nomme les formateurs. Lors de son débriefing que les formateurs, les fameux formateurs peuvent devenir aussi être le Premier ministre. Je crois qu'il a juste joué... Pourquoi ne pas directement nommer le ministre pour qu'on gagne les temps? On n'en est pas encore là. Il attend les rapports de l'informateur. Donc, moi, je crois que le formateur qui l'on nommera aura plus de chances d'être le Premier ministre. Il est peut-être en train de jouer, il ne veut pas communiquer, il ne veut pas aller vite en besogne, il veut garder un peu le suspense, aussi à cause des pressions politiciennes qu'il y a, parce que chacun pense qu'il a travaillé, le chef doit lui renvoyer l'ascenseur. Et c'est ce qui se passe généralement dans des moments comme celui-ci. Mais c'est ici que le chef doit transcender les attentes politiciennes pour rencontrer les attentes de la nation. Pour rencontrer les attentes de l'histoire. Je crois vous l'avoir dit une fois sur ce plateau, le deuxième quinquennat du président, c'est le quinquennat de l'histoire, c'est le quinquennat de la grandeur. C'est le quinquennat où le chef doit lui aussi trouver sa place. Pas seulement que le Congo se trouve sa place dans le concert des grandes nations, des puissances africaines et mondiales, mais aussi que le chef de l'État se trouve sa place dans le panthéon des grands hommes congolais pour devenir des mecs que l'on parle de Félix Tshisekedi comme étant un père et non pas comme étant simplement un des présidents de la République. Et pour cela, il faudrait beaucoup de rigueur dans le choix des acteurs qui vont animer. Au fait, les membres du gouvernement ont pour vocation de matérialiser ce que le chef de l'État a dit lors de son discours d'investiture. Voilà. Nous les regardons, l'histoire les regarde. Nous pensons que le chef de l'État va rester dans l'histoire parce que ce qu'il est en train de faire déjà, c'est tellement merveilleux. Nous voyons des réalisations, les chefs ont la volonté de changer l'image du Congo. La volonté, personne ne peut nier. Le chef a fait preuve qu'il a vraiment la volonté de pouvoir modifier les choses et de pouvoir redonner à ce pays sa dignité d'antan, de redonner à ce pays sa grandeur que l'on doit à tout prix retrouver, comme on disait à l'époque de la Zaïroise. On veut retrouver cette grandeur-là. Et je crois que le chef est dans cette vision. Et pour cette vision, il faudrait des animateurs. Ces animateurs, j'insiste, Monsieur le Président, les partis politiques n'ont pas le monopole de savoir. Les partis politiques n'ont pas le seul panier dans lequel se trouvent les compétences. Le chef de l'État peut aussi oser aller au-delà des partis politiques. D'ailleurs, à un moment donné, il est bon de travailler parce que les ministres et les consorts ceux qui viennent des partis politiques sont plus redevables à leurs autorités morales qu'à l'État. Or, vous avez besoin de véritables apôtres de l'État. Voilà, le véritable apôtre de l'État. Il nous reste quelques minutes. Je ne peux pas oublier cette question, mais le chef de l'État avait déjà trouvé la solution à cette question parce qu'en nommant M. Kaboulou comme ministre du sport, donc Kaboulou n'était pas dans un parti politique, il a trouvé juste des compétences, mais il y a une question qui crée un peu de débat sur la place publique, du fait que le chef de l'État a accepté la démission du chef du gouvernement et tous les ministres, mais il les a demandé d'expédier les affaires courantes et ça suscite des débats pour dire que le chef a violé la Constitution. Il a évoqué la raison qu'il a amenée, il a considéré que le contexte dans lequel nous étions, il avait encore besoin de continuer avec ses ministres, avec ce gouvernement, parce qu'il estime
que nommer soit les secrétaires généraux ou encore procéder à des nominations aujourd'hui, qu'on commence à débriefer ces gens pour savoir qu'est-ce qu'il y a fait. Nous sommes dans une phase d'urgence. Malheureusement, l'on finit le premier quinquennat, on entre dans le deuxième quinquennat dans un contexte d'insécurité, dans un contexte d'ébullition sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan international. Donc, on a besoin d'avoir, même s'il faut garder les diables encore pendant un temps, on a encore besoin du diable. Les temps pour nous de dire, bon, voilà, on va céder la place aux anges. Voyez-vous? Parce qu'il faudrait dans l'entretemps que la machine continue. À tourner. Voilà. Mais seulement, il faudrait maintenant que l'informateur tienne compte de cela pour très vite faire les choses, mais aussi, une fois que le rapport sera fait, qu'il n'y ait pas trop de tractations politiques pour traîner les choses en longueur. Voilà, j'espère que M. Augustin Kabouya avait dit dans des semaines, il pouvait déjà terminer, mais il y a quand même certaines voix qui disaient Kabouya ne pouvait pas consulter même les opposants parce qu'il a consulté Matata, Mouzi, tous les gens qui n'étaient pas sur la liste. C'est justement pour ça qu'on a un informateur pour vous poser la question, êtes-vous opposant ou comment? Voilà. Alors, docteur Silas, on est vraiment à la fin malheureusement, les temps nous fait défaut. Je vais vous laisser quelques minutes parce que nous faisons un gouvernement, un vrai gouvernement qui va relever les défis. Regardez la caméra, ça serait également votre mot de la fin. Quel type d'homme que le chef est censé compter sur elle, parce qu'il avait dit il ne va plus répéter les erreurs du passé. Parmi les erreurs, plusieurs langues pensent c'était le problème du casting. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut savoir que le gouvernement est toujours constitué, structuré en fonction des objectifs que l'on s'est assignés. Et le chef de l'État a déjà évoqué les 6 axes. Je conseillerais au chef de l'État que chacun de ces 6 axes soit conduit par un ministre d'État, dont le rôle serait purement politique et stratégique, qui travaillerait au sein du gouvernement, mais pas de la même manière que travaillent les ministres classiques. Parce que le chef de l'État a l'obligation des résultats. Ces 6 ministres d'État faisant partie du gouvernement, pourquoi ils seront ministres d'État? Justement pour échapper à la loi de la préséance au sein du gouvernement. Ces 6 ministres d'État dont chacun aura en charge chacun de ces 6 axes, travaillant en collaboration avec les ministres sectoriels. Donc, les ministres dont les secteurs constituent les axes. Je donne un exemple. Vous avez l'axe, la création d'emplois. On a le ministère du Travail, on a le ministère de l'Emploi, on a le ministère de la Jeunesse, ainsi de suite. Et le ministre d'État devient comme étant le fusible du chef dans le gouvernement. Nous savons tous qu'il y a souvent conflit de compétences et conflit d'intérêts entre ministères. Et ces ministres d'État, dont chacun aura en charge un axe, aura pour mission d'être à la fois le fédérateur, le catalyseur de ces différents ministères sectoriels travaillant dans ces axes-là, parce qu'à la fin du mandat du chef de l'État, l'on voudrait voir ce que sont devenus les 6 axes que le chef de l'État a évoqué, pour qu'on ne retombe pas dans l'erreur d'hier. On a parlé de 5 chantiers, mais on n'a pas réussi à faire une évaluation de ces 5 chantiers. Il faudrait qu'à la fin de 2026, qu'on puisse faire une évaluation de ce qu'a été les 6 axes. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a fait de ces 6 axes? C'est-à-dire procéder à une évaluation à mi-parcours. Voyez-vous, par exemple, au cours d'un atelier, d'une convention nationale de progrès intégral et social, pour faire une évaluation à mi-parcours de ce que ces 6 axes sont devenus, parce que l'évaluation devait se faire en amont de 2028 et non pas en aval. Merci. Et pour cela, je pense que le chef de l'État a intérêt à consulter non pas seulement les acteurs politiques, mais aussi à consulter certains scientifiques qui peuvent mettre sur son bureau, sur sa table, quelques propositions. Merci. Pour besoin d'efficience et d'effectivité. Merci, docteur Silas, d'avoir répondu aux questions très questionnantes dans cette émission Labo. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très, très, très nombreux à nous suivre. Laissez vos commentaires sur notre chaîne YouTube. La personne qui était ici s'appelle Dr Silas, responsable de l'église Cité Rama, écrivain, coach, consultant, professeur, disons enseignant. Il était ici avec nous.
C'était votre émission. Vous pouvez également participer si vous voulez. Univers Télévision, c'est votre chaîne. Continuez à nous suivre. Une autre RDC est possible. Un grand merci aux réalisateurs de cette émission, M. Landry Foucault et M. Fissa.